Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 14e webinaire conjoint entre Écotoc et le chapitre Saint-Laurent. Je me présente, je suis Dominique Ponton, vice-président du chapitre Saint-Laurent, puis agent de recherche dans l'équipe de Marc Haneux à l'Université de Montréal. Plaisir de vous présenter aujourd'hui Sophie Gentel, chercheuse postdoctorale française en écotoxicologie aquatique. Elle s'intéresse principalement à la bioaccumulation du mercure, son transfert trophique et ses effets sur les organismes aquatiques en combinant des approches isotopiques, génétiques, métaboliques et microbiologiques. J'ai rencontré Sophie il y a longtemps. Je faisais d'ailleurs ma maîtrise, puis elle faisait son stage de Master 2 à l'INRS ETE. Puis, on a travaillé ensemble avec Patrice Couture et Dominique Lapointe sur l'effet du thallium et du nickel chez les poissons tête de boule. Puis, Sophie vient de terminer un stage postdoctoral au laboratoire LIENS, Littoral, Environnement et Société. Puis, elle a fait son doctorat à l'Institut des sciences analytiques et physico-chimie pour l'environnement et les matériaux à Pau. Puis aujourd'hui, elle va nous parler de la transformation biotique du mercure et des facteurs environnementaux qui influencent cette transformation. Merci Sophie. À toi. Donc bonjour à tous. Donc je commence. Donc oui, aujourd'hui, je vais vous parler donc du rôle des communautés microbiennes donc dans le cycle du mercure. Donc à l'échelle de l'écosystème pour commencer, et ensuite je vous parlerai un peu de l'individu. Okay. Ici, vous avez un petit schéma du cycle du mercure. Alors ici, un schéma du cycle du mercure dans un lac et dans son bassin versant. Donc comme vous pouvez le voir, le cycle du mercure est globalement un cycle assez complexe, hein, avec plusieurs transformations qui vont avoir lieu dans les différents compartiments aquatiques. Donc le sédiment, la colonne d'eau et même les racines de plantes aquatiques. Donc moi, aujourd'hui, je vais plutôt insister sur les transformations du mercure qui sont liées aux activités de micro-organismes. Donc, que ce soit en termes… alors, est-ce que j'ai un pointeur? Ouais, vous voyez ma souris là? Ouais. Donc, que ce soit en termes d'oxydation du mercure ou de réduction du mercure par ces micro-organismes ou par un processus de méthylation ou déméthylation du mercure, qui sont les deux processus sur lesquels je vais insister plus aujourd'hui. Donc, tous ces processus, ils ont lieu, donc, comme je vous le disais, dans différents compartiments aquatiques, donc dans les sédiments, la colonne d'eau, et également ici au niveau, par exemple, de biofilms, que ce soit sur des substrats inertes ou sur des substrats vivants, donc associés par exemple à des plantes aquatiques. Donc sur cette diapo, vous avez les différents processus de transformation du mercure que l'on peut relier à des activités microbiennes. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais laisser un peu de côté tout ce qui est oxydation et réduction du mercure aujourd'hui. Je vais juste vous dire que les processus d'oxydation du mercure, ils peuvent être réalisés par des micro-organismes qui possèdent notamment les gènes de l'enzyme catalase, alors qu'à l'inverse, la réduction du mercure inorganique en mercure zéro peut se faire par différents types de micro-organismes qui possèdent les gènes MER1 ou à l'inverse par d'autres types de mécanismes. Donc moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, voilà, c'est les transformations du mercure inorganique en méthylmercure, donc ce qu'on appelle la méthylation du mercure. Et donc cette méthylation du mercure, pendant longtemps, on a réussi à démontrer qu'elle était liée à des micro-organismes principalement anaérobies, donc des sulfatoréducteurs dans un premier temps, puis des furéréducteurs, et des études ont également démontré que des archées méthanogènes étaient capables de méthyler le mercure. Et donc là où il y a eu une grande avancée, c'est qu'en 2013, il y a une équipe de recherche qui a démontré qu'en fait, toutes les bactéries capables de méthyler le mercure possédaient un groupe de gènes, les gènes AGCA et AGCB. J'ai oublié le C là, mais c'est AGCA, AGCB, dont je vous reparlerai juste après. Et donc, un autre processus qu'on peut attribuer à l'activité microbienne, c'est la déméthylation du mercure, c'est-à-dire la transformation du méthylmercure en mercure inorganique. Et donc là, elle peut se faire par des micro-organismes assez variés, qui soient aérobies ou anaérobies, donc par de la déméthylation oxydante,
ou par des micro-organismes qui possèdent certains gènes, notamment le gène MERB. Donc, je vous ai noté ici toute la bibliographie, enfin la principale bibliographie, parce que ce n'est pas exhaustif, des différents types de micro-organismes associés à chaque processus, si vous voulez aller un peu plus loin là-dedans. Donc, comme je vous le disais, avec la découverte des gènes AGCA et AGCB, il y a finalement une large diversité de micro-organismes impliqués dans le cycle du mercure qui ont été mis en évidence. Donc ici, vous avez un arbre phylogénétique qui fait un peu la liste de ces différents types de micro-organismes qu'on retrouve et qui possèdent ces gènes. Et notamment aussi, ce qui est intéressant de remarquer, ici vous l'avez noté en différentes couleurs, c'est qu'on retrouve ces gènes dans des environnements vraiment très variés. Donc des milieux marins, lacustres, des sols, des milieux artificiels, et même le microbiote de certains animaux. Alors une information intéressante sur ces gènes, c'est que bien que leur présence atteste en fait de la capacité d'un micro-organisme à méthyler le mercure, ce n'est pas parce qu'il y a présence de ces gènes qu'il y a automatiquement méthylation du mercure. Mais par contre, les micro-organismes qui sont dépourvus de ces gènes, visiblement, ne peuvent pas méthyler le mercure. Donc, c'est une nuance qu'il faut tenir compte. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer les communautés microbiennes et donc les transformations du mercure et donc la dynamique de ce mercure dans les réseaux trophiques. Ça peut être donc par exemple les concentrations en sulfure, puisque comme je l'ai dit, les sulfatoréducteurs sont des micro-organismes qui sont associés à la production de méthylmercure. Les concentrations en fer, puisque là encore, les ferrés-réducteurs sont associés à la méthylation du mercure. Également les concentrations en oxygène, puisque je vous ai dit rapidement que eh bien, cette méthylation, voire cette déméthylation du mercure, on l'a mis en évidence notamment dans les environnements plutôt anoxiques et d'autres paramètres environnementaux assez classiques, hein, comme la température, le pH, le carbone organique dissous, la matière organique, parce que le mercure a une certaine affinité pour la matière organique, ou encore les composés thiols, etc. Et donc, à plus grande échelle, il y a plusieurs facteurs externes liés au changement global, hein, donc que ce soit les espèces invasives, les changements climatiques, l'altération hydrologique des cours d'eau. Donc ça, c'est notamment ce que nous a présenté un peu Dominique dans un séminaire précédent. Les changements également d'utilisation des sols qui vont influencer notamment directement l'activité microbienne et qui vont du coup pouvoir se répercuter indirectement, notamment sur la bioaccumulation et la bioamplification du mercure. Alors par des effets directs sur les mécanismes écologiques clés, donc présentés ici, de la bioaccumulation du mercure, donc comme la production primaire, l'habitat, la bioénergétique, donc qui est associée vraiment là aux organismes, à la physiologie des organismes, et ou encore à la structure de la chaîne alimentaire, qui est également un facteur important dans la bioaccumulation et la bioamplification du mercure le long de la chaîne trophique. Donc aujourd'hui, je vais vous prendre comme exemple les grands lacs du sud-ouest de la France, qui sont des écosystèmes sur lesquels j'ai travaillé pendant longtemps. Et notamment, alors déjà pendant mon projet de thèse, qui était sous la direction de Rémi Guyonneau et de Jean-Marc André, puis ensuite au sein du projet CLAC, qui était dirigé donc par Régine Moret-Brachet, et sur lequel j'ai également travaillé. Donc, les grands lacs du sud-ouest de la France, donc ils sont situés vraiment près de la côte atlantique. Ce sont des lacs littoraux, donc ils ne sont pas en lien avec la mer hein, à aucun moment, mais ils sont derrière un cordon dunaire et en enfilade tous les quatre. Donc vous avez le lac d'Ourtin-Carcan au nord. En dessous, vous avez le lac de Lacanau, qui est relié au lac de Carcan-Ourtin. Là, vous avez donc le bassin d'Arcachon, et sous le bassin d'Arcachon, vous avez le lac de Cazaux-Sanguinet et le lac de Parentis-Biscarrosse. Et donc, c'est là qu'ils ont une particularité, notamment ceux du Nord, c'est qu'on s'est rendu compte que les poissons de fin de chaîne trophique, donc les carnivores, notamment comme le brochet, voire le cendre, qui est un poisson plutôt piscivore, donc encore plus haut dans la chaîne trophique que le brochet, eh bien, ces poissons, on s'est rendu compte qu'ils avaient des concentrations en mercure qui dépassaient la norme de consommation européenne, notamment pour le cendre. Pour le brochet, elle était proche de cette norme, mais elle ne la dépassait pas. Et donc, il y a une interdiction de consommation de ces espèces pour les lacs du Nord. Alors, c'est là qu'ils ont des caractéristiques assez variées, bien qu'ils appartiennent à la même écorégion, c'est-à-dire qu'ils sont d'un point de vue géologique, ils ont subi la même formation.
Donc, différentes caractéristiques. Alors, par exemple, le lac de Parentis Biscarrosse, qui est donc ici au sud, est très eutrophe, avec un développement important de plantes. J'y reviendrai après. Contrairement au lac de Caso-Sandiné, qui est plutôt un lac oligotrophe. Le lac de Lacano, lui, est méso-eutrophe, comme vous l'avez indiqué sur le tableau à gauche. Et le lac d'Ourtin-Carcan était à l'origine plutôt eutrophe et a tendance à se diriger vers de l'oligotrophie. Donc, comme je vous le disais, en fait, on a échantillonné différentes espèces de poissons dans ces 4 lacs. Donc ici, vous avez les concentrations en méthylmercure mesurées dans le muscle des poissons. Donc, les barres grises représentent en fait les poissons carnivores. Donc, en fait, c'est un pool de poissons, donc de cendres, brochets et perches, qui sont des poissons typiques de ces lacs. Et en blanc ici, si vous voyez bien, ce sont les poissons omnivores. Donc là, en fait, on a regroupé les gardons, qui sont des poissons herbivores, et les brèmes, qui sont des poissons plutôt omnivores, bentivores. Donc, ce qu'on peut voir sur ce graphique, donc là, vous avez les 4 lacs de noter, les lacs du nord et les lacs du sud. Eh bien, plus on descend vers le sud, en fait, plus on a un gradient de méthylmercure dans ces poissons, et dans les poissons carnivores, pas dans les poissons omnivores, qu'on ne comprenait pas sur le coup, d'où l'intérêt de ce projet, de savoir d'où venait ce mercure dans les poissons, et notamment la suspicion de l'implication de l'activité microbienne dans ces processus. Donc effectivement, on a un gradient de méthylmercure et on a étudié l'un des paramètres dont je vous ai parlé juste avant, là, dans la présentation plus globale du cycle du mercure, qui est la structure de la chaîne trophique, qui peut être un facteur qui influence la bioaccumulation du mercure. Et donc là, on est dans 4 écosystèmes différents, donc on a cherché à comprendre cette structure. Donc, je ne vous présenterai pas les résultats aujourd'hui. Sachez juste qu'on a mesuré les isotopes stables du carbone et de l'azote, qui nous permettent donc d'étudier la structuration de la chaîne alimentaire, et que globalement, les différences qu'on observait ne suffisaient pas à expliquer les différences de bioaccumulation dans les organismes. Donc, on a pu calculer, grâce à ces mesures, on va dire la bioamplification du mercure dans les lacs le long de la chaîne alimentaire. Donc, vous avez sur ce tableau donc les différents lacs représentés ici, le mercure total ici, le méthylmercure ici, et donc ici, c'est la bioamplification du mercure, et là, c'est la pente de bioamplification du mercure, mais à l'échelle du réseau trophique global. Donc, si vous regardez juste la pente de bioamplification du mercure, du méthylmercure en particulier, vous pouvez vous rendre compte que globalement, en fait, ce que ça nous dit là, c'est qu'on a bioamplification du mercure pour les 4 lacs, même pour le lac le moins contaminé au niveau des poissons. Donc, c'est une première information importante. La deuxième information importante, c'est que le lac dans lequel on observe les plus importantes concentrations en mercure dans les poissons, qui est celui-là, le lac d'Ourtin-Carcan, donc il y a une pente de 0,16. Et bien, finalement, c'est le lac où on a la pente la plus faible d'accumulation du mercure, ce qui est un peu surprenant. On aurait pensé que c'était l'inverse. Donc, on a cherché à savoir d'où pouvait provenir le fait que dans ce lac, finalement, ce soit cela qui est une pente de bioaccumulation, de bioamplification la plus faible, alors que c'est là où on avait la bioaccumulation de mercure la plus importante. Donc, pour cela, on a cherché à savoir quelle était la biodisponibilité du mercure dans les différents compartiments aquatiques en lien avec la présence de micro-organismes dans ces différents compartiments. Et notamment, on suspectait un peu l'implication de macrophytes, et notamment de macrophytes invasifs, qui sont présents sur ces lacs et qui posent problème depuis longtemps. Donc, effectivement, ça fait déjà quelques décennies qu'il y a un gros problème de développement de plantes invasives dans ces lacs, qui est quand même en train de se résorber sur certains d'entre eux, mais pas complètement. Et donc, l'impact de ces plantes invasives, on la connaît maintenant depuis un moment. Donc déjà, c'est un impact sur les autres espèces. Ça peut empêcher d'autres espèces aquatiques de se développer. Ça peut aussi perturber les activités humaines. Donc c'est là que ce sont des grands centres de loisirs naturels. Donc c'est un peu gênant pour toutes les activités nautiques. Et ça entraîne aussi des changements de paramètres environnementaux. J'y reviendrai juste après. Donc, ce que l'on sait de ces plantes, et notamment du périphyton qui sont associés à ces
plante, donc on appelle l'épiphyton, eh bien c'est que cet épiphyton, il a été démontré depuis maintenant un petit moment comme impliqué dans les transformations du mercure. Donc ici, vous avez un schéma à gauche qui vous montre un peu les différentes implications de chaque partie de la plante dans l'accumulation et les transformations du mercure. Donc globalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, le mercure va pouvoir être capté dans le biofilm qui se développe sur ces plantes, que ce soit au niveau des tiges ou au niveau des racines, flottantes ou pas flottantes d'ailleurs. Et ensuite, à l'intérieur de ce biofilm, eh bien, il y a présence de micro-organismes, tous ceux dont je vous ai parlé en début de cette présentation, qui vont pouvoir être capables de transformer le mercure, soit en méthylmercure ou en mercure inorganique. Donc ici, vous avez une racine de Jussie, qui est une plante invasive présente sur ces lacs. Et donc, vous voyez bien là que ces racines ici, eh bien, en fait, sur ces racines se développe beaucoup de biofilms qui peut éventuellement être capable d'abriter des micro-organismes capables d'effectuer les transformations du mercure. Donc, sur cette diapo, vous voyez en fait l'abondance de macrophytes sur les 4 lacs. Donc, le lac le plus au nord est le plus contaminé. Ça, c'est le deuxième lac le plus au nord. Le lac de Cazaux, qui est un premier lac du sud, et le dernier lac du sud, le lac de Parentis-Biscarrosse, qui est le lac le moins contaminé. C'est celui aussi sur lequel on observe le plus de plantes. Donc, il y a un réel développement de plantes aquatiques sur ces lacs, avec des tonnages différents. Et si on se concentre par exemple sur le lac le plus au sud, donc le moins contaminé, Parentis-Biscarrosse, qui est un lac eutrophe, eh bien on a posé des optodes à 2 points, donc à 2 endroits dans ce lac, ici au sud, qui est une zone qui est peu soumise au vent, et au nord, une zone qui est plus soumise au vent. Donc ici, vous avez les graphiques qui représentent la saturation en oxygène à différentes périodes de l'année, enfin différentes périodes de temps. Donc là, c'était principalement entre mai et août. Pris dans la zone donc pas exposée au vent, donc la zone calme. Et vous avez le même type de mesure qui a été prise donc sur l'autre site, une zone exposée au vent. Donc, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que dans la zone qui n'est pas exposée au vent, contrairement à la zone exposée au vent, eh bien, on a des périodes, vous voyez ici, où la saturation en oxygène est presque de 0 en fait. Donc, c'est très ponctuel, mais ces événements anoxiques peuvent être importants en termes de méthylation et de déméthylation du mercure, en fait, avec le développement de micro-organismes qui vont pouvoir, à un instant T, eh bien, utiliser le mercure qu'ils ont à proximité et le méthyler. Donc, pour le lac le plus contaminé au nord et le lac le moins contaminé au sud, on a mesuré d'abord les concentrations en mercure et plus particulièrement la spéciation du mercure, c'est-à-dire le mercure inorganique et le méthylmercure, et on en a déduit la proportion de méthylmercure présent dans ces échantillons. Et donc, on a mesuré ces concentrations dans les différents compartiments aquatiques, donc dans l'eau, dans les sédiments sableux, qui sont normalement connus pour accumuler peu de mercure, ce qui s'est révélé le cas ici, les sédiments organiques, qui en général accumulent bien plus de mercure, les sédiments que l'on retrouve juste en fait en bas du massif de plantes, donc ils sont souvent très riches en matière organique, puisque c'est là en fait où les plantes se décomposent. Et ensuite, on a mesuré le mercure associé donc à des plantes invasives, donc en l'occurrence le lagarosiphon, et on a mesuré en haut de la plante et en bas de la plante. Et on a également fait des mesures sur du périphyton que l'on a isolé des roseaux, donc des phragmites. Phragmite australis, c'est une espèce de roseau qui n'est pas une espèce invasive, mais qui est une espèce endémique. Mais on a cherché à voir justement les concentrations en périphyton sur cette espèce de plante. Et donc, pour le lac du Sud, on a juste rajouté une espèce qui est Egeria, qui est une autre espèce invasive présente. Et on a également mesuré les concentrations en mercure sur les cyanobactéries, puisqu'il y avait des grands blooms de cyanobactéries qui sont présents à intervalles réguliers sur ce lac du Sud. Donc, globalement, les résultats intéressants ici, c'est qu'on observe à peu près les deux mêmes patterns de bioaccumulation du mercure pour ces deux lacs, à savoir que en termes de mercure inorganique ici, vous avez dans la plante lagarosiphon beaucoup moins, 4 fois moins en fait de mercure inorganique que dans le sédiment organique. Mais à l'inverse, vous avez 4 fois plus de méthylmercure dans les plantes que dans le sédiment organique. Et donc, on observe à peu près ce même type de facteur, plus important pour le lac du Sud. On a 10 fois plus
de mercure inorganique dans le sédiment que dans les plantes, et 5 fois plus, par contre, de méthylmercure dans les plantes que dans le sédiment. Donc, on a cherché à aller plus loin. On a cherché donc à savoir si on pouvait relier donc, ces concentrations à une activité de méthylation et de déméthylation potentielle dans chacun de ces compartiments. Et donc, pour ça, on a utilisé des isotopes stables du mercure, qui sont des traceurs en fait, environnementaux. Donc, alors, aujourd'hui, je vais juste vous parler du processus global, hein, mais si vous voulez, après, dans les questions, on pourra revenir sur le principe. Donc, globalement, il s'agit de quoi? Eh bien, il s'agit de prélever des échantillons in situ, de les incuber avec deux types d'isotopes différents, par exemple l'isotope 199 du mercure inorganique et l'isotope 201 du méthylmercure, et de regarder les transformations en fonction du temps, au cours du temps en fait, de ces deux isotopes. Donc, si à la fin de l'incubation, on a apparition de l'isotope 199 mais sous sa forme méthylée, eh bien, ça voudra dire qu'il y aura une méthylation du mercure. Et si à la fin de l'incubation, on a apparition de l'isotope 201 mais sous sa forme inorganique, eh bien, ça voudra dire qu'il y aura eu déméthylation du mercure. Donc, ces isotopes-là nous permettent en fait de mesurer vraiment eh bien, quel compartiment est le plus actif en termes de transformation du mercure. Et donc, c'est souvent quand même associé, on le verra après, à la présence de bactéries. Donc, sur ce graphe, vous avez les méthylations, les pourcentages de méthylation, en fait, qui sont associés aux différents compartiments aquatiques dont je vous ai parlé juste avant. Et donc, globalement, si je résume ici ce graphique, on peut se rendre compte que les plus forts potentiels de méthylation sont associés au périphyton des roseaux, ensuite aux plantes, aux différents types de plantes. Alors, la différence qu'on peut observer, c'est que souvent, donc, les transformations du mercure se font au niveau du périphyton. Donc ici, en fait, on a une concentration du périphyton, alors que là, les résultats sont dilués puisqu'on a la plante plus le périphyton, ce qui peut expliquer le fait que ce soit un peu plus bas que le périphyton. Et donc, là où on observe des potentiels de méthylation les plus faibles, ça semble être le sédiment, bien qu'il y ait de la méthylation quand même. Dans ce graphe, vous avez les potentiels de déméthylation qui sont exprimés. Donc, la transformation de méthylmercure en mercure inorganique, donc en forme la moins toxique. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que pour les différents compartiments aquatiques, pour les deux lacs, on a quand même des forts potentiels de déméthylation qui sont associés aux sédiments et également aux plantes, ce qui est assez commun pour ce type d'analyse. Et un résultat intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on voit, c'est que pour ce qui est des plantes et du périphyton associé aux plantes, ou alors rhizosphère aquatique comme on peut l'appeler aussi, eh bien, ça semble être l'endroit pour privilégier pour la transformation des espèces mercurielles, que ce soit méthylation ou déméthylation. Alors, l'avantage avec ces isotopes stables du mercure, c'est que ça permet aussi d'aller un peu plus loin. Et alors, on mesure effectivement pour chaque compartiment la méthylation et la déméthylation, mais on peut calculer la production nette de méthylmercure, enfin estimer cette production nette de méthylmercure potentielle pour chaque compartiment. Donc, vous avez la petite formule que je vous ai notée en haut, où en fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les pourcentages de méthylation que je vous ai présentés avant, on les multiplie par les concentrations en mercure inorganique, et on soustrait ce résultat au pourcentage de déméthylation que je vous ai montré également précédemment, multiplié par les concentrations en méthylmercure. Et donc, ça nous donne ici des nanogrammes de méthylmercure par millilitre ou par gramme par jour qui sont produits pour les deux types de lacs. Donc, je rappelle que le lac du Nord, c'est les lacs où on a les concentrations en mercure dans les poissons les plus importantes, et le lac du Sud, c'est l'inverse. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir ici de cette diapo, c'est que pour le lac du Sud, les résultats qu'on observe donc, chez Egeria, donc, qui est une espèce invasive de plantes, et également dans le périphyton associé au roseau, qui est là une espèce endémique, eh bien, ces résultats ils sont assez proches d'une étude qu'on avait fait précédemment dans un autre lac, qui était plutôt ligotrophe, sur la Jussie, donc Ludwigia, qui est une espèce également invasive. Donc, on se retrouve à peu près avec les mêmes résultats par rapport à ça. Et également pour le périphyton associé à cette plante invasive qui était la Jussie, qui là, en fait, se retrouve avec des concentrations relativement proches du périphyton d'une espèce endémique. Si l'on regarde maintenant
le lac du Nord, eh bien, on se rend compte que la production nette de méthylmercure, elle a lieu principalement donc, dans le sédiment qu'on trouve en dessous des massifs de plantes et dans le lac Garot-Siphon, qui est donc une des plantes invasives qui recouvre une partie du lac. Et donc, cette production, en fait, on peut la relier à la présence de sulfate dans l'eau dans ce lac du Nord, puisqu'on a mesuré les concentrations en sulfate, entre autres, dans les 4 lacs, dans la colonne des 4 lacs, et on s'est rendu compte que dans le lac du Nord, c'est là où on avait les concentrations en sulfate qui étaient les plus importantes et surtout qui étaient des concentrations assez optimales pour le développement de micro-organismes sulfato-réducteurs qui pourraient potentiellement du coup jouer un rôle dans les transformations du mercure. Donc suite à ces résultats, eh bien, forcément on s'est intéressé à la diversité des communautés bactériennes associées à ces différents compartiments, spécialement aux sulfato-réducteurs, puisqu'on a voulu savoir si ces sulfato-réducteurs pouvaient être impliqués dans les transformations du mercure et quel rôle ils pouvaient jouer. Donc ici, vous avez la diversité microbienne globale représentée sur ce graphique. Donc ça a été fait par séquençage au débit du gel de la RNRCS. Donc vous avez en fait l'abondance relative des micro-organismes qui est représentée ici en ordonnée. Et en abscisse, vous avez les différents échantillons, les différents compartiments environnementaux que je vous ai présentés avant, pour les lacs du Nord à gauche et pour les lacs du Sud, à droite. Donc, ce qu'il faut retenir déjà, c'est qu'on a une majorité de bactéries, donc entre 80 et 100% de bactéries, très peu d'archées. La majorité des archées sont associées aux sédiments qu'on retrouve en bas des massifs de plantes, avec des unités taxonomiques opérationnelles, voilà, entre 350 et 820 unités. Donc, ça nous montre un peu la diversité qui est quand même assez importante sur ces différents compartiments, mais variable. Donc voilà, la plus faible diversité, c'est au niveau donc, des cyanobactéries, et la plus importante, c'est au niveau du lac Garot-Siphon. Donc, ce que je vous dirais juste de retenir ici, c'est que globalement, ce que vous voyez en vert clair, là, donc, ce sont des protéobactéries. Et donc, ces protéobactéries, elles sont intéressantes parce que, tout simplement, elles regroupent les delta-proteobacteria, qui regroupent elles-mêmes des sulfato-réducteurs et qu'on connaît comme étant les potentiels méthylateurs de mercure. Donc, si on zoome sur ces delta-protéobactéries et particulièrement sur les sulfato-réducteurs que l'on sait impliquer habituellement dans la méthylation du mercure, eh bien, voilà ce qu'on obtient. Donc ici, là, vous avez l'abondance relative, cette fois-ci en abscisse, comme tout à l'heure. Et là, en ordonnée, vous avez le lac du Nord et le lac du Sud. Donc là, c'est inversé. Hein, c'est un peu, le lac du Nord, donc c'est le plus contaminé. Le lac du Sud, c'est le moins contaminé. Donc globalement, qu'est-ce qu'on voit? Alors, si on se concentre sur le lac du Nord, le plus contaminé, on voit qu'on a une abondance relative des micro-organismes impliqués potentiellement dans la méthylation et la déméthylation du mercure, plus importante dans le sédiment et un petit peu moins importante dans les plantes et dans le périphyton associé aux plantes. Dans le lac du Sud, qui est le lac donc le moins contaminé, là, on se retrouve avec des abondances relatives plus importantes dans le sédiment, un peu moins dans la plante et dans le périphyton, mais relativement importante dans le sédiment. Donc, ce qui peut être surprenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on a plus de micro-organismes potentiellement impliqués dans la méthylation du mercure qu'il va forcément avoir plus de méthylmercure produit. Chaque souche bactérienne a sa propre capacité de méthylation, et donc ça dépend vraiment de ça, de l'efficacité de méthylation de chaque souche bactérienne. Donc, ça, c'est à garder en tête. Et donc, globalement, c'est ce que je vous disais. Donc, globalement, une abondance relative plus importante dans les sédiments que dans les plantes. Après, avec une majorité donc, de désulfobactéracées et de syntrophobactéracées. Donc, les désulfobactéracées, c'est les bleus clairs, et les syntrophobactéracées, c'est les bleus foncés, qu'on retrouve dans tous les échantillons, effectivement. Et alors, ce qu'on peut noter, c'est que les désulfobulbacées, qui sont en orange, on les retrouve principalement dans le lac du Nord, quasiment pas dans le lac du Sud. Alors, on peut se demander si ce développement de ces types bactériens, de cette famille de bactéries, peut être lié à la présence de sulfate ou pas, plus importante dans ce lac. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire que la présence de ces bactéries est liée à la production de méthylmercure dans ces lacs? Eh bien, en fait, c'est une étude qu'on avait fait il y a quelques années dans d'autres lacs, mais de la même chaîne. Donc, il y avait 2 lacs, le lac de Sanguinet et le lac d'Oreillan, et une rivière qui était la rivière Escourse, et où en fait, ici, vous avez présenté les taux de méthylation
Et donc, on peut voir que ces taux de méthylation sont majoritaires dans le périphyton associé, donc les plantes invasives en l'occurrence, un peu moins important dans les racines, mais comme je vous disais, les racines regroupent à la fois les racines plus le biofilm, donc il y a un peu un effet dilution sur le résultat. Et la méthylation était moindre dans les sédiments. Donc le périphyton avait déjà été identifié, comme dans l'étude actuelle, comme un lieu de transformation des espèces mercurielles. Et pour la déméthylation, c'était pareil, en fait, dans le sens où c'était le périphyton, où c'était là où on observait, donc ici les barres en blanc, la plus grande activité de déméthylation dans les échantillons. Et donc, on avait réussi à relier en fait cette présence, ces taux de méthylation et de déméthylation à vraiment une activité bactérienne et notamment de sulfatoréducteur, tout simplement en rajoutant, on avait pris des racines de plantes et on en avait certaines qu'on avait donc enrichies avec un milieu de culture spécifique donc au sulfatoréducteur et une partie, on les avait enrichies, mais on avait rajouté du molybdate, qui est un inhibiteur de la sulfatoréduction. Et donc, on s'était rendu compte que dans cette condition, avec un inhibiteur de la sulfatoréduction, eh bien, on avait une chute assez importante, ici marquée par les flèches en jaune, de la méthylation du mercure. Donc, ça nous prouvait en fait que les sulfatoréducteurs étaient vraisemblablement les micro-organismes impliqués dans cette méthylation du mercure dans le périphyton associé aux racines de plantes aquatiques. Et en termes de déméthylation du mercure, ce que ça a mis comme résultat intéressant en évidence, eh bien, c'est que on aurait pu penser que cet ajout de molybdate on aurait pu aussi faire baisser les taux de déméthylation, puisque souvent, c'est un peu les mêmes micro-organismes qui peuvent être impliqués dans les deux processus. Eh bien, pas du tout. Là, au contraire, ça a stimulé la déméthylation. Donc, il y a sûrement d'autres groupes bactériens qui sont impliqués dans la déméthylation du mercure dans ce type d'échantillon. Donc, si je résume nos études pour comprendre un peu comment fonctionne le cycle biogéochimique du mercure sur ces lacs en lien avec l'activité microbienne, eh bien, dans ce lac, dans ces différents lacs, en fait, ce qu'on en a déduit, c'est que le sulfate était vraisemblablement le principal facteur responsable de la méthylation du mercure dans ces lacs d'eau douce, et que les plantes invasives pouvaient jouer un rôle à la fois sur le carbone et le mercure, sur leur biogéochimie. Alors, soit par exemple dans le lac du Nord, donc le lac où on a observé les concentrations en mercure les plus importantes chez les poissons, soit justement en augmentant la production en méthylmercure, alors à travers le développement de micro-organismes au niveau du périphyton associé à des plantes, invasives ou non, et au niveau des sédiments à la base des massifs de plantes qui sont donc très riches en matière organique due à la décomposition des plantes. L'autre facteur, c'est que dans le lac le plus au sud, donc là où les concentrations en mercure sont les plus faibles dans les organismes aquatiques, eh bien, on peut dire que en fait, cette production primaire, à l'inverse des lacs du Nord, là où il y a moins de sulfate, ben, cette production primaire, en fait, qui va être très importante, eh bien, en fait, elle va piéger le mercure et elle va avoir un effet dilution, ce qu'on appelle un effet dilution le long de la chaîne alimentaire. Et finalement, il va avoir très peu d'impact de cette production de mercure dans le réseau trophique. Et ce qui va aider également, c'est que finalement, eh bien, les cyanobactéries, ces blooms de cyanobactéries qui sont spécifiques souvent des lacs eutrophes et vraiment perturbés, eh bien, en fait, là, vont être assez favorables pour le cycle du mercure, puisqu'ils vont plutôt avoir tendance à déméthyler le mercure et donc à baisser les concentrations de mercure dans ces lacs. Donc là, je vous ai parlé en fait de l'implication des micro-organismes dans les différents compartiments aquatiques à l'échelle de l'écosystème. Après, il y a un autre type de compartiment qui est important à mon sens de parler, c'est le microbiote, et notamment le microbiote intestinal, qui peut être impliqué dans les processus de transformation du mercure. Qu'est-ce que c'est que le microbiote et le microbiome? Alors, le microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes, hein, donc bactéries, virus, champignons, archées, qui vit dans une niche écologique spécifique qu'on appelle le microbiome, et au sein même d'un être vivant. Du coup, on définit comme son hôte. Donc, il y a plusieurs types de microbiotes. Il y a le microbiote du sol, le microbiote associé aux végétaux, les microbiotes associés aux animaux, qui peuvent être également assez pluriels. Vous pouvez avoir un microbiote cutané, tégumentaire, pulmonaire et intestinal, etc. Donc, le microbiote,
Ça a été démontré maintenant depuis plusieurs années que c'est vraiment important pour la santé de l'hôte. C'est un acteur majeur dans sa santé, puisqu'il a des interactions privilégiées avec son organisme hôte. Et qu'une perturbation de ce microbiote, qu'on appelle dysbiose, ça peut mener à des dysfonctionnements métaboliques, immunitaires, pathologiques, et à plein de problèmes de santé. Donc, on en est même à parler de l'holobionte, en fait, à dire qu'en fait, on ne peut plus vraiment parler d'hôte, mais que le microbiote est tellement en lien avec son hôte qu'on devrait parler d'holobionte et d'hologénome plutôt que de simple génome ou de simple hôte. Alors, pardon. Ma souris ne marche plus. Voilà. Alors, dans le cadre du mercure, le microbiote intestinal, ça a été identifié comme une priorité de recherche sur la contamination au mercure des écosystèmes et des individus. Alors, ça a été identifié comme une priorité de recherche donc dans le papier de Eagle-Smith et al. En 2018, qui en fait, ce papier fait suite à la conférence internationale sur le mercure comme polluant global, qu'on appelle l'ICMGP, qui date de 2017. Et donc, dans ce papier, ce que vous pouvez voir, c'est qu'effectivement, si l'on parle de santé des organismes, il y a plusieurs choses, plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Vous avez à la fois donc, la génétique, on va dire, et l'environnement qui se répercute sur la génétique de chaque individu. Vous avez après l'état de santé, on va dire, global d'un organisme. Donc, ça peut être s'il est malade, est-ce qu'il est immunitairement comment dire, faible ou pas. Et vous avez la présence d'autres facteurs plus externes, on va dire. Donc, la présence, par exemple, d'autres contaminants ou de nutriments ou d'autres facteurs qui peuvent jouer directement également sur le cycle du mercure. Et un autre paramètre, un autre driver également interne, eh bien, c'est le microbiome qui peut jouer également sur les transformations du mercure. Alors, la publi de Gilmour et al. En 2013 a mis en évidence, notamment quand ils ont fait un séquençage massif des gènes HGC A et B, quand ils les ont découverts, ils ont montré qu'on retrouvait ces gènes HGC dans le microbiote intestinal de plusieurs espèces de vertébrés et d'invertébrés. Alors après, il y a eu plusieurs articles, mais très peu finalement d'articles sur les processus et les possibilités de méthylation et de déméthylation du mercure dans l'intestin de différents types d'organismes aquatiques, avec des résultats parfois assez contradictoires, mais ce qui montre aussi la difficulté d'un point de vue méthodologique à mettre ça en place, puisque prouver qu'une méthylation ou une déméthylation a lieu in vivo, ce n'est pas forcément très évident. Donc ici, vous avez un tableau qui résume les principales études qui ont été faites pour essayer d'élucider justement s'il était possible in vivo de méthyler ou déméthyler du mercure dans les intestins. Donc vous avez différents organismes qui ont été testés, donc l'humain avec l'étude de souches isolées de fesses. Vous avez différents types de poissons de différents régimes alimentaires, que ce soit marins ou d'eau douce. Vous avez des vers de terre et vous avez aussi différents animaux terrestres. Donc, certains ont mis en évidence de la méthylation, d'autres plutôt de la déméthylation, avec soit justement l'ajout d'isotopes stables du mercure, donc les mêmes isotopes dont je vous ai parlé tout à l'heure, soit à l'inverse sans isotopes, juste en rajoutant du mercure et en regardant les transformations et en isolant les intestins. Donc, je me suis intéressée à ces processus également, notamment par rapport au lac dont je vous ai parlé tout à l'heure, au lac du sud-ouest de la France. Je me suis intéressée à est-ce que les plantes aquatiques invasives, notamment qui étaient présentes dans ces lacs, eh bien, est-ce que le biofilm qui était présent sur ces plantes, on pouvait vraiment le relier à une méthylation qui pouvait être effectivement sur les plantes, mais également in vivo chez un poisson. Donc pour ça, j'ai fait des petits microcosmes comme ça, comme vous pouvez voir, avec cette plante ici présente, la Jussie, et j'ai mis un poisson qui s'appelle un pseudo-ancistrus, qui est un périphytophage qui se nourrit de biofilm, qui n'est pas un poisson des lacs, c'est un poisson de laboratoire, et pour voir s'il était possible de retrouver dans son intestin des bactéries qui pouvaient être affiliées aux plantes et qui pouvaient être capables d'être méthylées, de méthyler le mercure ou de méthyler le mercure notamment. Donc, ici, vous avez donc l'arbre phylogénétique. Donc, un arbre phylogénétique qui, en fait, représente les souches isolées de l'intestin de ces poissons après avoir été nourris avec ces plantes. Et les souches isolées aussi de la rhizosphère de la Jussie, donc du périphyton de la Jussie.
Donc ici, cet arbre phylogénétique, il représente principalement donc, des désulfovibryonales. Ce sont donc des bactéries que l'on connaît impliquées dans la méthylation du mercure. Et donc, ces souches, on les a isolées en fait, et on les a identifiées par séquençage. Et ensuite, ce qu'on a cherché à savoir, c'est est-ce que ces souches, si on les mettait en présence de mercure inorganique, il y avait apparition de méthylmercure, ce qui aurait prouvé qu'il y avait méthylation du mercure. Et donc pour ça, on a fait donc des incubations dans ce sens-là, et on a mesuré l'apparition de ce méthylmercure avec un biosenseur. Donc ici, vous avez l'intensité lumineuse. Donc le biosenseur, en fait, était capable donc de retransmettre en fonction de la présence de méthylmercure, une intensité lumineuse proportionnelle à la production de méthylmercure. Donc là, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'en fait, eh bien, il y a donc les souches originaires de la plante sont les souches soulignées, donc vous les avez ici et ici notamment. Et les souches méthylantes, ce sont les souches encadrées. Et donc, en fonction du grisé de l'encadré, la souche était plus ou moins capable de méthyler. Par exemple, la souche G6 avait des fortes concentrations, de fortes possibilités de produire du méthylmercure. Donc, au final, il y a 7 souches méthylantes qui ont été isolées, proches phylogénétiquement des souches isolées du périphyton de la plante. Et donc, on peut se poser la question de est-ce que ces souches étaient également actives dans l'intestin de poisson. Donc, on a continué cette expérience, mais cette fois-ci avec les poissons du lac. Donc, on est revenu et on a, en même temps où on a dosé en fait le mercure dans ces poissons, et bien on a récolté leur intestin et on a regardé la diversité liée à leur intestin. Donc, ici, vous avez l'abondance relative des différents phytobactériens qui, ici, ont été ciblés sur ceux que l'on connaît comme étant potentiellement impliqués dans la méthylation du mercure. Donc, vous avez les périphytons des plantes ici pour comparaison. Donc, le lagarosifon, une plante invasive, et les roseaux, donc le périphyton associé au roseau, qui est une plante endémique. Et ici, vous avez différents poissons. Donc, en fait, le gardon qui est un poisson herbivore, la brème plutôt omnivore, bentivore, le brochet carnivore et la perche carnivore, piscivore. Donc, en fait, plus on va vers la droite, plus on monte le long de la chaîne trophique. Et donc, ce qu'on se rend compte ici, c'est que plus on va haut dans la chaîne trophique pour ces poissons, plus le microbiote a tendance à perdre en diversité et surtout en diversité de micro-organismes liés aux transformations du mercure. Pardon. Donc, ce qu'on voit donc ici, c'est qu'il y a quand même une importance de la nourriture dans la diversité du microbiote intestinal et des transformations du mercure. C'est ça. Alors, juste, je voulais rajouter. Pardon. Donc, effectivement, je vous ai mis un peu de biblio là. Donc, effectivement, la nourriture, ça a été montré notamment dans l'étude de Boré, là, qui est une thèse, qu'elle a une importance assez majoritaire en fait dans la définition du microbiote des organismes. Donc, on peut se demander du coup s'il en est de même pour les organismes marins, dont certaines espèces sont des espèces consommées qui sont d'intérêt économique et qui sont des espèces qui sont soumises donc, aux contaminations au mercure dans leur environnement. Donc, comme par exemple la sèche commune, qui a un niveau trophique, donc un peu comme nos brochets et les perches que j'ai présentées jusqu'avant. Donc, on s'est intéressé donc, à la diversité du microbiote intestinal des sèches. Donc ici, vous avez l'abondance relative qui est notée en ordonnée. Et à différents temps, en fait, en laboratoire, on a mesuré, on a évalué la diversité microbienne et on l'a comparée à de la diversité également sur le terrain d'adultes et de juvéniles. Donc globalement, ce qu'il faut retenir de ce schéma-là, c'est qu'il y a une faible diversité du microbiote intestinal chez la sèche. Son microbiote est relativement simple, comme celui des brochets ou des perches, mais avec une diversité différente cependant, puisqu'ici, c'est principalement des mycoplasmes que l'on observe chez cette espèce. Et donc, c'est complètement même en accord avec 2 publications qui ont été faites, un sur le microbiome de sèche et une autre sur 2 autres espèces de céphalopodes, qui montrent effectivement que le microbiote de ces espèces est relativement simple. Par contre, on a eu la curiosité de regarder le microbiote de la glande digestive
n'est pas forcément évident comme ça au premier abord, mais on a séquencé effectivement le microbiote qu'on a pu trouver dans la glande digestive. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une diversité plus importante que dans l'intestin, ce à quoi on ne s'attendait pas. Donc, ça met quand même en évidence, bien que là, on soit encore pas sur des micro-organismes que l'on connaît comme étant impliqués dans les processus de méthylation et déméthylation du mercure, ça met quand même en évidence l'importance d'étudier non pas que le microbiote intestinal, mais différents types de microbiotes pour ces processus de transformation. Donc, si je conclus par rapport à ce microbiote intestinal et à son implication dans les transformations du mercure, eh bien, la thématique de recherche est en plein essor sur le microbiote, et donc, puisque en fait, la compréhension de son implication dans la santé de l'hôte est vraiment très importante à l'heure actuelle. Après, la combinaison de l'ensemble des résultats obtenus donc, sur le microbiote intestinal des poissons et de la sèche que je vous ai montré met en évidence deux choses. Donc déjà, la capacité potentielle du microbiote à modifier in vivo la spéciation du mercure en espèces plus toxiques, donc le méthylmercure, pour certaines espèces aquatiques, pas toutes, et surtout l'influence du régime alimentaire sur la composition de ce microbiote. Donc il y a également d'autres facteurs sûrement qui jouent là-dessus et dont il faudra identifier. Et ces résultats donc, posent notamment la question de l'importance de ce processus par rapport au processus plus classique de contamination, donc la voie dystrophique et dissoute pour le mercure, et à plus large échelle, l'impact en fait, de tels processus sur le transfert du mercure dans le réseau trophique. Voilà. Je laisse ouvert les questions. Et juste là, je vous présente juste que ces travaux donc, ont été faits dans le cadre de différents projets, avec donc plein de gens impliqués. Là, j'ai juste mis donc, les principaux coordinateurs de projet, mais il y a également plein d'autres gens impliqués. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sophie. C'était tellement intéressant comme présentation. Je suis sûr que vous avez plein de questions. Ceux qui ont des questions, vous pouvez simplement soit activer votre micro ou encore l'écrire dans le chat. Et puis, je vais les poser à ce moment-là, soit à moi ou soit directement à tout le monde. Ouais. Ben, merci beaucoup. On est déjà rendu à l'heure où on va devoir se quitter. Ouais. Je suis désolée, c'est un peu long. D'abord, je voudrais te remercier. Deux, remercier Dominique aussi pour l'animation. Et puis aussi dire à tout le monde que si vous voulez revoir la présentation, elle sera dans quelques jours disponible sur notre site web YouTube d'Ecotoc. Si vous voulez contacter la conférencière, passez par nous, écrivez-nous, puis on va vous mettre en contact. Ça va nous faire plus que plaisir. Et enfin, je vous convie dans 2 semaines à notre prochain webinaire qui sera le jeudi le 25 mars, même heure, qui sera donné par Marie-Christine Lafrenière, qui est doctorante dans le laboratoire de Marc Amiotte et qui va nous parler du fabuleux destin des métaux de terres rares dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, je vous remercie tout le monde et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis à très bientôt.